Dominique Bourg, bonjour. Bonjour Daphné. J'imagine que vous avez votre carte grand voyageur. Ah oui, très important. Je passe une partie de ma vie dans le train. Vous êtes l'un des rares philosophes de votre génération à vous être saisi de la question environnementale. Seriez-vous un oiseau rare, Dominique Bourg? Je l'ai peut-être été, c'est-à-dire qu'au départ, on n'était que deux d'ailleurs Oui. en fait. Bruno Latour. Non, alors c'était avant Bruno Latour, lui il est venu après, mais il y avait Catherine Larrère et moi. Oui. Ensuite, après, effectivement, il y a eu Bruno Latour, mais franchement, pas au départ, c'est vers la fin, c'est à partir Oui. des politiques de la nature. Sinon, il y a eu des incursions, le contrat naturel, par exemple, de Michel Serres, Paul Ricoeur s'y intéressait un petit moment, Pierre Rosanvallon, mais à chaque fois, ce sont des gens qui ont fait une incursion Oui. sur le sujet. Mais alors pourquoi cette question existentielle mobilise-t-elle si peu? Bruno Latour remarquait déjà que nous avions beau être l'agent de la 6e extinction de masse, ça ne suscitait chez nous guère plus qu'un bâillement fatigué, désabusé. C'est fou. Je serais Pas aussi plus radical. nuancé. Alors déjà, c'était vrai il y a 20 ou 30 ans. Aujourd'hui, il y a énormément de jeunes philosophes qui s'intéressent au sujet. Donc la situation a quand même vraiment Évolué. changé, oui, de façon assez notable. Et puis c'est très compliqué ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, le tuf de la population, il voit très bien que le monde change. Alors effectivement, la biodiversité, c'est moins le cas. On va se focaliser sur la question du climat. Ouais. Alors qu'en fait, c'est le vivant qui rend Absolument. cette planète habitable. On peut donner un exemple. Si les pluies pénètrent dans les continents, c'est parce que ce sont les forêts qui font pleuvoir. On s'est même rendu compte que la photosynthèse fabriquait une eau nouvelle. C'est tout à fait étonnant. Donc c'est le vivant qui rend la planète habitable et surtout à des espèces plus fragiles comme la nôtre. Oui. On est à la fois très fragile et terriblement destructeur. Oui, mais terriblement destructeur et terriblement indifférent. Est-ce que c'est Descartes et son animal-machine qui seraient en partie responsables de cette indifférence face aux vivants? Notre surplomb vient de là, non pas vivant parmi les vivants, mais au sommet de la pyramide. La nature, dans ce cas-là, n'est pas vraiment un allié, mais plutôt un ennemi qu'il faudrait mater et même exploiter. Alors, même plus qu'au sommet, étranger. Oui. En fait, c'est Genèse 1, 26, 28. Vous êtes les seuls à avoir été créés à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu, et c'est pourquoi vous êtes appelés à dominer tout ce qui vit sur terre. C'est une des postures qu'on va trouver dans le livre de la Genèse. Il y en a deux autres qui sont très très différentes, mais alors celle-ci, franchement, on l'a potassée. Hein. Et donc on en a fait notre mantra. Ouais. Et donc on s'est imaginé comme étant totalement extérieur à la nature, étranger à la nature, comme Dieu lui-même peut l'être. En fait, c'est un peu comme Dieu étant tellement, si vous voulez, supérieur et transcendant, c'est comme s'il avait siphonné toute la substance de la nature, et du coup de la nature pour les modernes, à partir de l'invention de la science mécaniciste dans la deuxième moitié du XVIe siècle, début du XVIIe, et puis effectivement Descartes est celui qui va exprimer ça philosophiquement, et d'ailleurs c'est assez amusant parce que lui il ne parle que d'animaux machines. Absolument. Les plantes, c'est même pas vivant. Ouais. Donc, alors, cela dit, Noé nous avait déjà fait le coup. Hein. Il a pris un peu de foin quand même dans son arche, mais il n'a aucun brin d'herbe, il n'a aucune graine, rien du tout. Enfin, c'est assez curieux. Donc, un mépris total pour la nature. La nature n'est qu'un tas de cailloux. Elle nous est étrangère. Vous parliez de la Genèse. Le pape François a été le premier à émettre une encyclique, Laudato Si, qui nous convient à réinventer notre rapport au bien commun, au vivant, et à retrouver le sens du collectif. Alors, ça va même très loin. Le pape François renoue avec ce qu'on appelle le panenthéisme. Pas le panthéisme, le panenthéisme, c'est-à-dire que Dieu est présent à chaque brin d'herbe, à chaque rose, à chaque arbre. Dieu est là. Donc effectivement, la création est d'une certaine manière quelque chose, entre guillemets, de sacré. C'est-à-dire qu'elle n'est pas divine, mais elle est empreinte de divin. On doit la respecter. Donc la spiritualité pourrait nous aider à renouer ce lien? Alors, sur le fond, la question est spirituelle. Hein. La spiritualité, c'est simplement un mode de réalisation de soi. Comment on développe son humanité, comment on devient humain. Alors, à partir du moment où on pense que la nature est un tas de cailloux, il est clair que devenir humain, c'est s'arracher à la nature. Si vous aviez dit ça, je ne sais pas moi, à un Amérindien de la forêt amazonienne, ça lui aurait paru complètement étrange et absurde. Oui. Pour lui, devenir humain, c'était entrer en résonance avec la nature, avec ses esprits, avec les dieux, avec les autres plantes, les autres animaux, etc. Alors justement, en Amazonie, la tribu Jivaro des Achuars considérait les plantes qu'ils mangeaient et les animaux qu'ils chassaient comme ontologiquement semblables, ce que le philosophe Jean-Philippe Pierron résume en peu de mots « je est un nous ». Comment dépasser le dualisme nature-culture? Alors pour revenir 2 secondes aux Amérindiens, alors pas tous, mais chez beaucoup, il y a l'idée qu'au départ, il n'y a que des êtres humains.
Et à la suite d'événements initiaux, certains des êtres humains vont devenir des animaux, d'autres des plantes, etc. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, disons, les peuples premiers étant ce qu'on appelle la règle d'or, ne fais pas autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fît, ils l'étendent à toute chose. C'est la raison pour laquelle, en général, un chasseur ne va jamais manger la viande qu'il a chassé lui-même. Il a fait manger par d'autres, parce qu'il sait qu'il a tué le cousin, le frère, la sœur, les parents, les enfants. Donc oui, effectivement, il y a une extension des codes moraux à l'ensemble du vivant. Alors que nous autres, à partir du moment où on s'est imaginé comme extérieur à la nature, alors on ne doit rien, et il n'y a aucune règle morale qui régisse nos relations à la nature. C'est pourquoi on détruit tout. Si je vous comprends bien, on aurait beaucoup à apprendre des peuples premiers. Alors oui, on aurait évidemment beaucoup à apprendre des peuples premiers, et d'ailleurs on a déjà beaucoup appris. La pensée de Montaigne est inséparable de la rencontre qu'il a avec des Amérindiens. Montaigne est au seuil de la modernité, et il en critique tous les aspects et tous les abus futurs comme par avance. Greber et Wengrow, dans leur grosse somme sur l'histoire de l'humanité, nous rappellent qu'au XVIIIe siècle, un personnage comme Kondiaronk, un chef, un cacique, eh bien, va jouer un rôle extrêmement important dans l'attention qu'on va porter à l'égalité et à la liberté. Et aujourd'hui, par exemple, justement, toute cette critique du dualisme, eh bien, elle nous était d'une certaine manière, elle est passée par l'anthropologie, pas seulement, on a déjà un peu ça chez Merleau-Ponty, mais elle est beaucoup passée par l'anthropologie récente, précisément parce que les anthropologues ont été confrontés à cette manière amérindienne de s'immerger dans la nature et de ne pas du tout la voir comme quelque chose qui nous ferait face. Oui, mais concrètement, Dominique Bourg, comment penser la sobriété dans cette société du plaisir et de l'offre compulsive où la consommation est devenue un loisir à part entière, synonyme de bien-être et même d'identité? Je consomme, donc je suis. Je suis, absolument. C'est-à-dire que le consumérisme aujourd'hui, c'est pour nous autres modernes notre spiritualité. C'est-à-dire que se réaliser, c'est posséder un statut qu'on va traduire par la possession d'êtres et la possession d'objets. Alors c'est la fameuse phrase de ces gars-là, si tu n'as pas ta Rolex à 50 ans, tu n'es pas un être humain. Alors c'est totalement ça. Ouais. Je vais exprimer mon statut, là, en fait, ce que je suis devenu, comment je me suis réalisé par l'accumulation de la possession d'êtres et d'objets. Alors comment sortir de cette équation? On en sort. On en sort. On y est toujours par inertie. Mais en fait, on n'y croit plus du tout. Et il suffit de regarder, par exemple, le cinéma des années 60 ou d'aller aujourd'hui en Chine ou en Inde. Là, on a un consumérisme comme on l'a connu, nous, il y a 30 ans. Mais c'est fini. Il n'y a plus de magie de consommation. C'est une espèce de spiritualité qui a perdu sa substance, qui a perdu son air. Oui, elle n'est pas tellement en train de se désagréger quand vous voyez le... Nos habitudes ne se désagrègent pas. Mais ce qui nous remplissait, à partir de là, non, ça, je crois que ça ne marche plus. Nous avons perdu, dans nos sociétés urbanisées, l'expérience de la nature. Moins on est d'ailleurs en relation avec la nature, plus on l'oublie. Est-ce que c'est de là que vient notre amnésie écologique, d'une absence de référentiel et partant de là aussi de notre incapacité à réagir au désastre? Alors oui, ça joue un rôle immense. Si vous demandez à un enfant, je ne sais pas, d'une dizaine d'années, fille ou garçon, le nombre de noms d'animaux, de noms de plantes, de sens d'arbres qu'il connaît, ça franchement, on va à peu près être au niveau de Trump. Hein, c'est-à-dire que il y a 200 mots, voilà, il y a 200 mots en tout, donc pour les animaux, il faut y en avoir que quelques-uns. Et si on avait demandé à un enfant du même âge, je ne sais pas moi, au 16e, au 17e, il aurait eu tout un vocabulaire hyper fleuri à vous dire. Un philosophe comme David Abraham, et je pense qu'il a tout à fait raison, montrait qu'une des étapes, il y en a d'autres, mais une des étapes, ça a été par exemple la philosophie. La philosophie, c'est ce qui va faire naître la théorie, c'est-à-dire on va avoir une approche abstraite, où on va se mettre en dehors, on va voir le monde. Pas d'expérience du terrain. Non, alors pas de du vécu, tout. pas d'expérience du terrain. Et on se met en dehors. Alors qu'en fait, si vous regardez les civilisations antérieures, ce qu'on appelle la mythologie, on va à la fois expliquer le monde, à la fois orienter nos actions avec des récits. Et donc vous êtes en train de me dire que les philosophes ont aussi une responsabilité d'entre... Probablement que la philosophie a été une des étapes de cet éloignement vis-à-vis de la nature. Mais vous voyez très bien qu'aujourd'hui, dans sa forme la plus contemporaine, la philosophie se rend compte. Et revient. Et essaie de revenir. Alors, ça a été initié par le grand courant de la phénoménologie au début du XXe siècle. Mais le fait que nos sociétés soient très urbanisées et que nous ne soyons plus en contact avec la nature, de fait, on n'a plus de référentiel. Donc on vit une amnésie écologique de génération en génération. Oui, Le référentiel de mes grands-parents n'est pas le même que le mien. Le souvenir que j'ai de la nature n'est pas le même que le leur.
Je pense qu'effectivement, si ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui nous était arrivé, alors c'est absurde, hein, puisque les raisons n'étaient pas là, mais nous était arrivé il y a quelques siècles, je crois que là, pour le coup, les sociétés se seraient affolées. Ouais. Nous, on est tellement en dehors, on a érigé tant de barrages, tant d'écrans entre nous et la nature qui nous arrive que là, on a une température de 20 degrés fin février et tout le monde s'en fout. Ça serait arrivé, je ne sais pas moi, il y a un siècle et demi, ça aurait été l'affolement. Diriez-vous, comme Baptiste Morisot, le philosophe, que la crise écologique est d'abord une crise de la sensibilité? Alors, je nuancerais, c'est-à-dire que c'est justement l'avènement d'un type de représentation différent qui a fini par, en quelque sorte, débrancher en grande partie notre sensibilité au milieu qui nous entoure. Donc effectivement, il y a bien une crise de la sensibilité, mais cette crise de la sensibilité, c'est le résultat d'une histoire touchant les représentations. L'agroécologie reste une exception alors que les scientifiques ne cessent de la préconiser pour freiner l'effondrement de la biodiversité, nous garantir des sols vivants et une nourriture saine. Pourquoi est-ce si difficile pour nous de changer de comportement et de sortir du déni? Est-ce que là encore, c'est une faute d'expérience de nature? Oui, alors je dirais peut-être de façon un petit peu grossière, on ne détruit pas la nature en allant à la messe à pied et à confesse. On détruit la nature par nos flux de matière, nos flux d'énergie, c'est-à-dire par les objets qu'on achète et qu'on consomme, par les étendues de surface qu'on artificialise, par l'énergie qu'on consomme, les services qu'on sollicite, les infrastructures qu'on aménage. C'est très matériel. Donc c'est ça qui amène. Et donc effectivement, si on voulait faire repartir en fait la planète, la rendre à nouveau accueillante à la vie et aux formes de vie assez fragiles qu'on connaît aujourd'hui, eh bien, il faudrait la réensauvager d'un côté et de l'autre. Effectivement, substituer à l'agriculture qu'on connaît aujourd'hui ce qu'on appelle l'agroécologie. En fait, c'est très simple à comprendre, hein. Même si c'était très long parce qu'il fallait développer les surfaces, mais l'agriculture vous demande à la nature de vous cracher de la nourriture en se comportant d'une façon totalement antinaturelle. C'est-à-dire que jamais dans la nature, vous n'avez ce qu'on peut voir dans le paysage. Là, c'est-à-dire un champ sur des hectares avec une seule espèce. Ça n'existe pas. Partout dans la nature, vous avez une multiplicité d'espèces végétales, d'espèces vivantes, alors de la faune, de la pédofaune des sols, etc. Et donc, quand on fait de l'agroécologie, on va utiliser cette pluralité pour produire notre nourriture et la produire sans intrants. Sans produits phytosanitaires, sans pesticides, sans engrais. Si vous voulez, on peut prendre l'azote, hein, c'est le limitant essentiel à la croissance des plantes, mais il y a certaines espèces de plantes qui abritent entre la racine des nodules faits de bactéries qui, eux, rendent l'azote assimilable par cette plante et aussi par les autres plantes. Vous avez des plantes qui vont attirer le prédateur, des prédateurs d'autres, etc. Donc effectivement, les écosystèmes, ça fait quelques centaines de millions d'années qu'ils sont là et ils n'ont jamais eu besoin d'êtres humains parce qu'il y a cette pluralité. Alors en revanche, l'agriculture, on dit « Ah non, nous, les êtres humains, on va quand même pas du tout faire ça. » Non, nous, on veut une plante, une surface. Une seule plante et la surface la plus grande. Évidemment, ça ne marche pas. C'est complètement absurde. Et c'est ça. Et on tue les sols. Alors, on tue les sols, on tue la faune, on tue la biodiversité, on tue tout. C'est une façon de produire notre nourriture qui est totalement absurde. Et on va le payer cher. Parce qu'on voit, ça y est maintenant, si vous voulez, encore les dernières années, jusqu'à il y a à peu près 5-6 ans, d'une certaine manière, l'amélioration génétique des plantes compensait les aléas climatiques. C'est fini. On ne les compense plus. On a une baisse de production à l'échelle internationale. On le voit, oui. Après la pandémie du Covid-19, la pensée s'est décentrée, régénérée. Un changement de perspective s'est opéré, au point d'imaginer d'ailleurs un monde d'après. Et pourtant, ça a fait long feu. Comment expliquez-vous ça? Parce que c'est très particulier ce qui est arrivé en 2019. Si vous voulez, la décennie 2010, c'est la décennie durant laquelle, disons, les élites politiques et économiques se rendent compte que le développement durable, ça ne marche pas. C'est pour la raison que je vous ai indiquée. C'est précisément le volume de nos consommations qui détruit l'habitabilité de la Terre. Et donc, du coup, le développement durable, c'était essayer de concilier ça avec la préservation de cette habitabilité. Ça ne marche pas. Donc, effectivement, c'est la décroissance. Oui. Et donc là, on ne veut pas l'entendre. Et donc, du coup, on voit très bien comment petit à petit, vous aviez un consensus, années 90, première décennie. Bon, c'est dès 2009, avec la COP de Copenhague, qu'on commence à grignoter ce consensus. Et là, il se défait durant les
années de 2010 à 2020. Et du coup, on sort du consensus et de plus en plus, les questions écologiques vont être plutôt côté gauche et côté droite. On aura plutôt un déni de ces questions. Et arrive la catastrophe. Alors évidemment, pour les gens qui voyaient ça et ça, c'est une aubaine, on va comprendre, l'humanité va comprendre, on va faire autre chose. Arrive la pandémie, oui. Voilà, quand arrive la pandémie. Et puis en fait, bien, dès qu'elle s'arrête, si vous voulez, non seulement on revient avant, mais même il y a une espèce de récupération du manque à gagner en termes de consommation de l'année et demie qui a précédé. Et là, on veut vraiment complètement fermer la parenthèse. C'est-à-dire que ce qui avait été préparé dans les esprits de l'année 2010, en fait, cette espèce de pseudo-retour à une conscience plus forte, on le balaie et désormais c'est très clair. Vous avez des ministres qui vous disent que, eh bien non, il n'y a pas de problème avec l'acétamipride, etc. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Ouais. Quel est le rôle d'un ou d'une scientifique dans un monde qui s'effondre? Doivent-ils sortir de leur prétendue neutralité et s'engager pour défendre le vivant, comme le suggèrent les scientifiques en rébellion? C'est déjà de ne pas devenir neurasthénique. Parce que si vous voulez, vous êtes payé par la collectivité et vous vous rendez compte que tout ce que vous racontez, tous vos résultats, la collectivité non seulement n'en tient pas compte, mais ment. Enfin, pas la collectivité, c'est-à-dire que les élites politiques et les élites économiques la contestent. Mentent. Alors vraiment, c'est effrayant. Et ça devient de plus en plus effrayant. Et donc en fait, ils ne se rendent pas compte, mais c'est peut-être pas un hasard qu'ils se trumpisent. Parce que, effectivement, quitte à faire, pourquoi continuer à produire de la connaissance scientifique? Pourquoi ne pas faire comme aux États-Unis? Chercher à détruire les universités, chercher à démonétiser et à contester tous les... à déciviliser les gens. C'est un blogueur là, comme Curtis Yarvin, là, qui était l'âme damnée de Peter Thiel et donc de l'alt-right, mais lié à la tech californienne. Peter Thiel, le patron de PayPal, enfin l'ancien patron de PayPal, voilà, qui est très proche de Peter, libertarien. Le patron de Palantir aujourd'hui. Voilà. Et ce qu'il dit, c'est qu'il faut déciviliser. Et quand Musk vous dit qu'il veut aller sur Mars, évidemment, on ne va pas emmener 8 milliards de personnes sur Mars. Hein. C'est juste pour lui quelque chose. Et en plus, c'est complètement idiot, puisque là, sur un plan scientifique, si vous voulez, la masse de Mars est beaucoup plus petite que la masse de la Terre, et elle serait incapable d'y maintenir par gravité une atmosphère analogue à l'atmosphère terrestre. Vos 3 enfants avaient rejoint le mouvement Extinction Rébellion. Au regard de l'effondrement en cours, ne pas prendre position, c'est plus que jamais prendre position. Oui, mais je dirais que ce qui leur est arrivé et ce qui est arrivé à leur génération est quelque chose d'absolument violent et catastrophique. En fait, vous aviez la partie la mieux formée de la jeunesse, les futures élites de demain, si on veut, j'aime pas trop ce mot, mais bon. Et on les a écrasés. Alors en Suisse, on les a écrasés par l'argent, ailleurs, en France, alors en Angleterre, par exemple, on les a écrasés par la prison. Hein. Oui, les activistes ont été de plus en plus criminalisés et traités d'éco-terroristes. Voilà, on ne se contente pas de les taxer d'éco-terroristes, mais parfois on les emprisonne ou alors on leur impose, comme en Suisse, des amendes absolument effrayantes. Donc là, vous avez une génération entière de gens formés pour qui les institutions, c'est n'importe quoi. La justice, mais ça les fait rire. Sur la base d'une information scientifique extrêmement solide, ils vont alerter sur la place publique. Et quelle est la réponse? Vous êtes des criminels. Ça a le même sens que lorsque Trump parle de fake news. Il est en train de mentir et il vous accuse, vous, en disant la vérité, de faire... Ben, c'est ça. Et donc, je ne comprends pas que vous ayez des responsables qui, à ce point, puissent cracher à la figure de toute une génération. Je ne comprends pas. L'économiste Timothée Parikh prône des croissances choisies plutôt que subies. Comment tendre vers un monde qui tienne les limites planétaires sans que l'économie s'écroule? Pour qu'elle ne s'écroule pas, il faudrait avoir du temps. Et donc effectivement, il faudrait choisir, mais choisir pour se donner le temps d'une redescente qui réaménage l'ensemble des choses pour que cette redescente ne débouche pas sur du désordre, sur du chômage, etc. Moins vous voulez le faire, et plus vous serez contraint de le faire à un moment donné et ça sera coûteux. À des mesures rapides, violentes et qui seront subies. C'est ça le paradoxe. Parce que précisément on n'aura pas voulu anticiper, on va devoir accepter ce que l'on ne voulait en aucune manière, c'est-à-dire
une dégradation qui va s'accompagner de mesures violentes. À quoi pourrait ressembler, Dominique Bourg, une société durable? En a-t-elle d'ailleurs existé par le passé? Et quel pays aujourd'hui pourrait servir de modèle à dupliquer si tant est qu'il existe? Oui, une société durable, ça a existé très très longtemps. Si vous voulez, quand on parlait tout à l'heure d'agriculture, pendant très longtemps, l'agriculture, c'était des petites surfaces entourées de haies, de forêts. Alors même si vous aviez sur quelques arts une seule espèce, de toute façon, vu l'environnement dans lequel les choses C'était morcelé, ouais. voilà, les effets d'une monoculture était extrêmement léger. Mais à partir du moment où on a commencé à mécaniser, à accroître les surfaces, etc., là, effectivement, on est rentré dans une agriculture qui détruit extrêmement rapidement les sols. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des etc. sociétés durables Non. Non, ça n'existe nulle part. Peut-être quelques poches de peuples premiers, mais à peu près toutes les sociétés, à part quelques poches justement, comme celle-là, sont soumises à la modernité que l'on connaît tous. Vous preniez, il y a quelques années, la création d'un collège du futur pour éclairer nos dirigeants. Vous y croyez encore, à l'heure où la science du climat est plus que jamais, vous le disiez, démonétisée, contestée, voire même attaquée? Non, je dirais même que moi qui me suis beaucoup intéressé aux institutions, j'ai travaillé dessus et j'enseignais ça autrefois à mes étudiants, mais je ne pourrais plus enseigner ça. Je veux dire, je suis affolé par l'effondrement de la qualité intellectuelle et de la qualité morale du personnel politique. Halluciné, même. Et c'est très récent. Ça s'est joué dans la décennie. Donc le déni climatique a aussi une couleur politique. Ah oui, alors ça c'est très très clair. En France, quelle serait-elle? Je dirais, on va de Macron à l'extrême droite, en gros. Et puis, alors les autres, ils font... Bon, en tout cas, ils disent qu'ils sont intéressés et qu'ils le prennent au sérieux. Il faudrait voir. Comment la philosophie, Dominique Bourg, peut-elle nous aider à repenser notre rapport au vivant et à toutes les autres formes de vie sur Terre dont nous dépendons? Parce que c'est une question de survie. Je dirais qu'à partir du moment où on a un vocabulaire de 200 mots à la Trump, la philosophie ne peut plus rien pour vous. Là, franchement, là, c'est mort pour tout, c'est mort pour l'esprit humain, c'est mort pour la civilisation. Non, ce qui m'affole, c'est que on laisse aller à ce point-là et que... Non, les gens, si vous parlez avec eux, et beaucoup d'enquêtes le montrent, encore l'enquête là, de l'ADEME sur la perception du climat en France, ou le travail d'enquête qu'avait fait aussi le Shift Project sur les agriculteurs en France, où ils sont très au courant, et ils comprennent très bien ce qui se passe. Ce qui est très difficile à comprendre aujourd'hui, c'est que cette espèce de conscience première, purement empirique, expérimentale, n'a plus de débouchés politiques, et même pas économiques, et de moins en moins médiatiques. Et donc ça, c'est explosif. Parce que le déni, ça ne marche jamais de manière définitive. Le déni, c'est un moment. Et lorsque le déni est forcé, contraint, et lorsqu'il s'accompagne de mensonges, il débouche sur une colère terrible. Est-ce que notre salut pourrait passer par l'émerveillement, les récits et une connaissance plus fine des milieux? Bref, par davantage de pédagogie et d'émotion. Je pense notamment au film de Vincent Munier, Le Chant des forêts, qui a explosé le box-office. Alors, c'est un très bon exemple. Vincent Munier est quand même très, très talentueux. C'est un animalier vraiment extraordinaire, hein, comme documentariste, là, comme cinéaste pour le coup. Quoi. Mais c'est très révélateur. C'est très révélateur. C'est révélateur de ce que je viens de dire. C'est-à-dire que le fond humain reste le même. Dans ce cas-là, il peut trouver un mode de satisfaction par une expression qui lui est autre. Mais vous avez des études qui vous montraient ça. Dans les études qui avaient été faites dans les années 90, qui sont très très intéressantes, il y avait cette étude qui s'est faite dans un hôpital américain qui montrait que entre les patients qui étaient logés dans des chambres... Qui donnaient vue sur un parc? Sur des arbres. Sur des arbres. Ouais. Et d'autres sur des murs. La consommation de médicaments, le rythme de la guérison était très très différent. En fait, même si on est apparu dans la savane, on s'est développé pendant des centaines de milliers d'années dans la forêt. On reste des êtres de nature, on a besoin de nature. Et on a une société qui la détruit à vitesse grand V et qui essaie de vous dire que ça n'a pas d'importance. Et donc on est dans cette espèce de contradiction entre un fond ancestral mais qui est toujours vivant et un monde qui fait tout pour le faire taire. Dominique Bourg, notre rencontre est parrainée par Terre Sauvage qui fête cette année
c'est 40 ans. Vous connaissez bien ce magazine. Excellent magazine. Question rituelle à tous mes invités. Quel est votre rapport à la terre et aux sauvages? Alors il est vital. Nous sommes des êtres de nature. Nous faisons partie de la nature. Nous ne sommes pas étrangers à la nature, contrairement à ce qu'une mauvaise lecture du christianisme a voulu nous dire. On en a tous besoin. Et je reviens à ce paradoxe. Comment se fait-il qu'on laisse écraser et détruire la nature autour de nous, mais donc du coup en nous, et en fait qu'on se laisse écraser soi-même? Donc c'est un appel à la nature et à la rébellion. C'est un appel à la rébellion, une rébellion sensée, à retrouver ce sont des choses et à arrêter de laisser détruire ce sans quoi on ne saurait vivre, tout simplement. Merci Dominique Bourg. Merci Daphné.